Je dois vous avouer maintenant que j'ai un peu joué au naïf, pour donner l'exemple. Parce que je connais très bien ce roman de Van Gogh, sur les noms A. Je l'avais lu très jeune, j'avais rien compris, ça m'avait vexé. Alors j'avais fait des recherches, un peu, pour savoir de quoi c'était censé parler. Je l'ai relu plus tard, et j'ai trouvé ça passionnant. C'est ça qui m'a lancé sur les sujets de la pensée critique et de l'épistémologie. Les sujets dont je parle ici. C'est devenu une passion. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout d'accord avec le message du roman. Du coup, je le relis régulièrement, et je découvre à chaque fois plein de notions que j'avais pas bien saisies. Lisez-le, et critiquez-le. C'est formateur. Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Je viens vous apporter la bonne nouvelle. Oui, le monde des Noirs existe. Et depuis déjà un moment. Et j'estime qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il est vécu et pratiqué à différents degrés et via différentes approches par sans doute plusieurs dizaines de millions de personnes déjà. Et quand j'ai vu la dernière vidéo hygiène mentale, je l'ai vu un peu comme un signal fort. En fait, ça fait depuis des années déjà, je pense depuis quasiment les débuts de la chaîne hygiène mentale, en fait, que je connais cette chaîne, que je m'intéresse beaucoup à la démarche de l'esprit critique, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, et ça, à une époque, ça m'a beaucoup appris, même, jusqu'à il y a peut-être encore 4-5 ans, ça me nourrissait encore. Et ça faisait déjà depuis quelques temps, depuis début 2020, disons, que j'étais en train, personnellement, d'avancer sur certaines thématiques, et en même temps, je regardais des choses donc, dans les vidéos hygiène mentale récentes, et je voyais des signaux, des intuitions assez fortes, des questionnements qui revenaient régulièrement et qui m'interpellaient. Et j'étais en train de me dire, tiens, c'est intéressant, Christophe Michel est en train d'aborder des choses qui sont pas trop abordées dans l'esprit critique d'habitude, de soulever des questions qui sont pas trop soulevées, même de proposer des idées, des interprétations, des choses assez fortes, assez inhabituelles dans ce milieu-là. Et je voyais comme un début de prise de conscience de choses sur lesquelles j'étais moi-même en cheminement et sur lesquelles je découvrais des choses tout à fait intéressantes. Et je me disais, est-ce que ça ira plus loin? Et bon, je regarde aujourd'hui, et d'un côté, j'ai l'impression que ça a pas été beaucoup plus loin, et de l'autre côté, j'ai quand même l'impression que les signaux forts se multiplient de plus en plus, et là, je tombe sur cette évocation de la question du monde des Noirs, qui fait référence à la sémantique générale de Korzybski, et comme par hasard, au moment où je suis en train d'avancer moi-même sur des questions encore un peu plus complexes, autour de la systémie, de la pensée complexe, et des choses qui sont un peu, on va dire, dans le top des derniers développements de ma chaîne, quoi. Donc vraiment des trucs qui étaient super chauds, super actifs pour moi en termes de recherche, et là, je tombe là-dessus. Depuis les 2 dernières vidéos, Christophe Michel est dans une sorte de démarche un peu métacognitive, où en fait, il essaie de trouver des moyens pour estimer correctement son propre degré d'incertitude sur différents sujets, donc il développe des choses là-dessus, et donc là, il proposait des questionnaires dans sa dernière vidéo, et il propose comme ça, soi-disant pour illustrer, une question sur qui est l'auteur du monde des Noirs. Et moi, vraiment, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait, en soi, aucun rapport entre le monde des Noirs, la sémantique générale, Korzybski, et le sujet de la vidéo, et pourtant, Christophe Michel a spécifiquement eu envie d'évoquer ce sujet-là à ce moment-là dans cette vidéo. Alors peut-être simplement parce qu'effectivement c'est un roman de jeunesse qui a une importance émotionnelle pour lui, qui comme il le dit, l'a lancé dans la démarche de l'esprit critique et tout, mais pourquoi maintenant? J'ai tendance à croire que, surtout en ce qui concerne l'inconscient, les choses sont rarement du hasard en fait, et je me dis que il y a peut-être des questionnements qui se précisent, et aujourd'hui je me propose de répondre comme je le peux à ces questionnements, parce que je crois qu'il y a beaucoup de réponses que je peux apporter, et qui pourrait, je crois, peut-être permettre à la démarche d'hygiène mentale de passer à un cap supérieur, en fait, de casser une sorte de plafond de verre, et de s'ouvrir à des perspectives tout à fait nouvelles et tout à fait renversantes. Mais je sens qu'il y a encore certaines choses sur lesquelles ça coince, et du coup je me propose de décoincer ça autant que je peux aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait toute la situation, je dirais, illustre mes théories, et d'ailleurs on verra bien les conséquences que cette vidéo auront, mais en gros, ce qui est fascinant à observer, c'est que toutes les réponses, ou en tout cas une immense partie des réponses aux questions, aux interrogations que Christophe Michel soulève dans différentes vidéos, et je vais passer des extraits pour montrer bien quels sont tous les questionnements et en quoi ils sont pertinents par rapport à ce que j'ai à apporter moi. En fait, tous ces questionnements ont plein de réponses qui ont été développées depuis longtemps, et qui sont trouvables en réalité un peu partout, mais le truc c'est que notre esprit, notre cognition, fonctionne en filtrant le monde. En fait, on vit un peu dans des bulles de filtre,
on vit à travers des paradigmes, et le principe d'un paradigme, c'est que ça nous sert justement donc, à filtrer le monde. Et en fait, c'est intéressant de filtrer le monde parce que ça nous permet d'agir de manière plus efficace quelque part en mettant de côté ce qui ne nous semble pas pertinent et en nous concentrant sur ce qui nous semble pertinent. Mais en fait, c'est pertinent dans le cadre de pensée dans lequel on est. Et c'est-à-dire qu'en fait, si on vit dans un certain cadre de pensée, on va même inconsciemment mettre de côté toutes les informations qui pourraient potentiellement nous permettre de comprendre des choses d'un paradigme qui serait différent, éventuellement plus complexe. Et ce qui fait qu'en fait, on peut se construire une vision du monde où des choses semblent ne pas exister, alors qu'en réalité, pour d'autres personnes, ces choses sont l'évidence même. Et pour, on va dire, casser un peu ces bulles de paradigme, il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis. Et si ces critères ne sont pas remplis, et ben en fait, si une personne A, par exemple, arrive avec son paradigme et qu'une personne B arrive avec son autre paradigme et que la personne A essaye de faire passer des informations liées à son paradigme de personne A à la personne B, si en fait les deux mondes sont trop différents, il y a un signal qui va pouvoir être envoyé, mais en fait, ça va être trop brouillé, le signal va être trop brouillé entre les deux, et ce sera pas reçu par le récepteur, parce qu'en fait, la distance conceptuelle, le cadre conceptuel entre les deux, sera beaucoup trop différent. C'est un peu comme si les gens parlaient des langues différentes, en fait. Par exemple, un Français et un Québécois, ils peuvent se comprendre, plus ou moins, mais un Français et un Chinois, si aucun des deux ne parle la langue de l'autre, ils peuvent pas se comprendre, parce qu'en fait, il y a trop de distance entre les deux. La capacité de réception de l'un est trop différente par rapport à la capacité à l'autre d'émettre un message. Et donc en fait, si le but c'est de se faire comprendre par quelqu'un qui a une vision différente de nous, il y a tout un travail de pédagogique, empathique, de recherche de compréhension de l'autre, qui peut permettre quelque part de créer un pont malgré des différences, mais ce phénomène a une certaine limite, et au bout d'un moment, quand le décalage est trop important, ça ne fonctionne pas. Et oui, je vois tellement de signaux positifs en fait dans les vidéos d'hygiène mentale que là, j'ai bien l'impression que le signal pourrait potentiellement passer. Ce qui pourrait aussi intéresser certains, c'est que de par mes filtres d'analyse, de par mes outils d'analyse et notamment de par la spirale dynamique, qui est un modèle qui décrit différents paradigmes, qui monte en niveau de complexité à chaque fois, via l'outil de la spirale dynamique, je pense pouvoir dire que Christophe Michel est littéralement à 2 doigts. En fait, Christophe Michel est peut-être à une vidéo de différence de, entre guillemets, se mettre à chanter Kumbaya en cercle avec les hippies. Je ne plaisante pas, je pense vraiment que vu tout ce que j'ai vu, c'est vraiment à ça on est vraiment à ça d'avoir un Christophe Michel qui pourrait potentiellement aller explorer des milieux alternatifs très différents sans doute de ses conceptions habituelles du monde. Bon, après je connais pas toute sa vie privée et tout, mais en tout cas oui, à mon avis des environnements très différents et qui sont pas du tout dans la démarche très mentale, très rationaliste qu'il prône dans ses vidéos. Et vraiment, c'est-à-dire qu'il a déjà débloqué un certain nombre de bases pour commencer à explorer ces choses-là. Bon après il y a plein de variantes, hein. Et là, franchement, je crois qu'on est sur un point de bascule qui est vraiment pas loin de se faire. Bon, j'espère donc que ce que je vais proposer ici pourra être ce point de bascule. On verra bien. En tout cas, je vais faire le maximum. Du coup, voilà, je vais finir avec ça. Je vais faire la liste de ce que je veux accomplir avec mon projet hygiène mentale. Déjà, je veux mieux raisonner moi-même. Prendre conscience de mes propres biais. Avoir une vision du monde qui corresponde mieux à la réalité. Quand je dis ça, on me répond toujours « Oui, mais t'as une chaîne YouTube. C'est pas que pour toi, c'est bien que tu veux convaincre les autres. » Et c'est vrai, c'est un autre de mes objectifs, mais plus secondaire. Je continuerai à faire des vidéos, même si ça n'aide personne, parce que ça m'aide moi, et c'est mon objectif principal. Si ça se trouve, enseigner la pensée critique sur des exemples sur le paranormal n'augmente l'esprit critique que sur le paranormal. C'est une croyance irrationnelle, et ça me met mal à l'aise. Parce que si c'est faux, ça veut dire que tout mon projet hygiène mentale est vain. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à faire cette vidéo. Je traverse une phase de doute. Alors déjà, ce qui est important de comprendre quand on vient proposer quelque chose à quelqu'un, c'est aussi pour ça que les zététiciens, les sceptiques échouent souvent à convaincre des croyants, c'est qu'en fait, on ne peut convaincre quelqu'un que si la personne est déjà un minimum prête
à accepter ce qu'on vient lui apporter. C'est-à-dire que déjà, il faut que la personne ait fait une partie du chemin elle-même, et que d'une certaine manière, on vienne seulement confirmer et quelque part préciser des choses qu'au fond, elle estime avoir déjà commencé à découvrir elle-même. Et donc, pour savoir si ce qu'on a apporté peut être reçu, il faut s'intéresser à ce que la personne recherche elle-même. Donc Christophe Michel nous dit qu'il cherche quelque part des moyens de pouvoir mieux comprendre le monde, mieux comprendre la réalité. Eh bien, je pense que c'est tout à fait ce que j'ai à apporter aujourd'hui. Alors, ce qui peut être un peu paradoxal et un peu dérangeant, c'est que je pense que ma proposition peut avoir comme effet que pendant une certaine période, on peut avoir l'impression en fait de moins comprendre le monde qu'avant, parce qu'il y a une phase en fait de remise en question profonde, et il y a une phase, on va dire, un peu de chaos, où finalement tout ce qu'on pensait savoir, on n'est plus très sûr de le savoir, mais on sait pas encore trop ce qu'il y a après. Donc c'est pour ça, souvent, il faut déjà que les personnes soient dans une forme de tension minimum pour avoir envie de faire ce pas, pour avoir envie de se dire, ça vaut peut-être le coup, en fait, de passer une période un peu bousculante, un peu tumultueuse, parce que je sens qu'au fond, ça va me servir pour quelque chose d'après. Mais en tout cas, oui, j'estime que ce que j'ai à mettre sur la table, notamment autour de la pensée complexe, de la systémie, et de ce qui peut permettre d'y arriver, parce que c'est quand même un assez long cheminement, permet en fait de bien mieux comprendre le monde que la pensée positiviste, rationaliste, aristotélicienne, disons, de base. Et je pense qu'en réalité, la vision du monde, la façon de voir le monde que j'ai à proposer est beaucoup plus conforme, quoi que ça veuille dire, hein, est beaucoup plus conforme, beaucoup plus pertinente en fait, beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le réel, que cette vision issue des Lumières qui a l'air en fait très pertinente, très précise, très efficace, et qui l'est concrètement sur un certain nombre de points, c'est-à-dire qu'elle nous a permis de développer toute la technologie moderne, l'industrialisation et tout. Mais le problème de la pensée rationaliste aristotélicienne, c'est qu'elle est obligée de découper le monde en tout petits bouts et d'étudier des tout petits phénomènes, et aussi, l'une de ses grosses limites, c'est qu'elle arrive très bien à étudier la relation entre deux éléments. C'est un truc que ce type de pensée arrive assez bien à faire, mais en fait, le problème, c'est que dès qu'on rajoute un troisième élément, déjà, ça commence à partir en steak, et en fait, globalement, très rapidement, on arrive dans des problèmes de référentiel où, en fait, on sait pas si il faut comparer les poires et les bananes par rapport aux carottes, ou s'il faut comparer les carottes et les poires par rapport aux bananes, où en fait, voilà, on arrive dans des problèmes comme ça, et ça, très vite, ça montre en fait les limites de l'approche rationaliste, aristotélicienne classique, alors que la pensée complexe, le truc sur lequel je travaille déjà depuis un moment, et la déconstruction qui arrive avant, permettent en fait de voir plus loin que ça et de s'émanciper de ces problèmes-là. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que Christophe Michel nous partage le fait qu'il est dans une phase de doute. Alors, dans le contexte de la vidéo qui remonte déjà il y a plusieurs années, c'était une phase de doute par rapport au fait que ces contenus, d'une certaine manière, soient un bon moyen d'apprendre l'esprit critique aux gens, parce qu'il se demandait, en gros, est-ce que si je développe l'esprit critique sur le paranormal, est-ce que les gens vont le développer sur la politique ou sur d'autres sujets qui sont pas directement liés au paranormal? Mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments dans différentes vidéos de Christophe Michel qui montrent qu'il est dans une période de doute sur pas mal de choses différentes, je crois, c'est ce que je crois comprendre en tout cas. Et c'est intéressant aussi parce qu'il dit qu'il fait les vidéos au fond essentiellement pour lui-même, et après le fait de le faire pour les autres, c'est quelque chose qui arrive en plus, et il est content donc que ce soit utile aux autres. Mais il dit qu'en fait, même si ça servait à personne, il continuerait quand même à faire des vidéos, et pourtant, moi je constate depuis maintenant 4 ans à peu près, des gros trous, des grosses périodes où il y a rien qui sort sur sa chaîne. Ça a l'air assez laborieux, assez compliqué. On sait pas trop ce qui se passe. Moi, ma petite hypothèse, peut-être que je suis tout à fait à côté de la plaque, je sais pas, mais ma petite hypothèse, c'est que peut-être que les phases de doute, justement, qui ont du mal à se régler, font qu'il y a peut-être aussi une démotivation à sortir des contenus, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant de connaître l'avis de l'intéressé, justement, sur la question. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué dans les vidéos de Christophe Michel, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres rationalistes zététiciens, il commençait à retrouver par lui-même le fait que, quelque part, la pensée analytique n'est pas la seule pensée qui vaille, la seule pensée qui est rationnelle, entre guillemets, la seule pensée qui permet de bien comprendre le monde, et que déjà, en fait, si on couple l'analytique avec de l'intuitif dans des moments où c'est pertinent, on peut déjà accéder à une capacité d'analyse du monde, à une vision du monde qui est déjà plus complexe et plus fonctionnelle, et qui permet de mieux s'adapter. Et souvent en sous-texte, et parfois même explicitement, il y a aussi l'évocation très importante de l'introspection. Et pour moi, en fait, l'introspection, c'est vraiment
la clé pour réussir à débloquer un paradigme qui est décrit par la spirale dynamique comme plus complexe que le positivisme aristotélicien des zététiciens de l'esprit critique, qui est le paradigme relativiste, perspectiviste, ou que j'ai aussi décrit dans d'autres vidéos comme intersubjectif. Certains parleront aussi de postmodernité. Ça a été décrit de différentes façons en fonction des approches. Mais voilà, en fait, pour passer du paradigme d'avant à ce paradigme-là, qui est le paradigme vert de la spirale dynamique, et c'est pour ça que j'ai mis en miniature de ma vidéo « Est-ce que Christophe Michel dépassera le gros orange petit vert ?» C'est parce qu'en gros, là, je pense que la prochaine étape pour Christophe Michel, ce serait d'accéder à une vision du monde qui serait gros vert petit orange. Ce sont des sous-catégories de la spirale dynamique, je vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais en fait, il est au bord d'un retournement, et pour que ce retournement se fasse, pour moi, l'un des éléments clés, c'est justement de réinvestir profondément l'introspection en mettant un peu de côté la pensée analytique. Et pour faire cette transition, le passage par l'intuition est aussi assez important. C'est-à-dire qu'en gros, on passe d'un mode essentiellement analytique et un peu intuitif à un mode essentiellement introspectif avec pas mal d'intuitif. Et c'est cette transition qui est nécessaire de faire pour accéder au prochain paradigme. Et contrairement à beaucoup d'autres zététiciens, je constate que Christophe Michel retrouve plus ou moins les trois modes de pensée, les trois modes de perception du monde, à certains moments. Avec quand même l'introspectif qui est assez hésitant, mais déjà je trouve que dans sa façon de présenter ses idées, il revient souvent à lui, à son propre jugement, à sa propre subjectivité. L'importance de la prise en compte de la subjectivité de celui qui juge est régulièrement mise en avant dans certains de ses contenus récents, notamment par rapport aux questions sur le bayésianisme ou par rapport aux remarques sur le fait que c'est important d'expliciter nos priorités pour savoir qu'est-ce qui est rationnel pour nous, selon nos objectifs personnels. Le fait que ce truc-là soit mis en avant régulièrement dans ses contenus récents particulièrement, je trouve que c'est assez révélateur en fait d'un focus qui devient de plus en plus important sur la dimension introspective justement. Il existe des situations où notre intuition est très fiable. Notre système intuitif, inconscient, le système 1 décrit par Kahneman, est, dans certains cas de figure, soumis à des biais, mais il est quand même fichtrement efficace la plupart du temps. Voir mon épisode 20 pour des détails. Notre système analytique, conscient, le système 2, peut parfois corriger ces biais, mais il a ses défauts aussi. Se renseigner, c'est long, c'est pénible, cela demande des efforts. Selon les cas de figure, c'est soit plutôt le système intuitif, soit plutôt le système analytique qui est le plus adapté à la situation. Être rationnel, c'est essayer d'utiliser le système le plus adapté à la situation. Et très souvent, ça signifie faire confiance à ses intuitions. Non, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que je devrais vouloir? Il faut que j'y réfléchisse plus. Et c'est très douloureux parce que ça demande de l'introspection et de l'humilité. Pour accéder à une bonne compréhension du monde, il ne faut pas survaloriser l'analyse par rapport à l'intuition, mais en fait on a besoin de trois pôles qui sont équilibrés, qui sont l'analyse, l'intuition et l'introspection. On croit que par exemple la démarche zététique s'oppose au jugement dogmatique, mais ce qui est intéressant c'est que d'une certaine manière, cette approche reconnaît encore l'irrationalité. Il faut bien comprendre qu'il y a ce à quoi on s'oppose, et il y a ce en fait qui n'est tellement pas dans notre système perceptif, qui n'est tellement pas dans notre vision du monde, qu'on n'est même pas capable de s'y opposer, parce que s'opposer à quelque chose, c'est déjà le reconnaître. Et quand on ne s'oppose même pas à quelque chose, et qu'on ne le valorise pas non plus, ça veut dire que c'est ce qui est vraiment dans notre angle mort, en grande partie ou totalement. Et le truc qui est en grande partie ou totalement dans l'angle mort de la zététique, parce qu'il s'identifie trop à cette dualité intuition-analyse ou rationalité-irrationalité, c'est l'introspection, c'est la connaissance de soi, c'est la subjectivité consciente. Et pour justifier le fait que selon moi, ça fait déjà depuis à peu près 4 ans, que Christophe Michel fonctionne dans une vision du monde qui est globalement gros orange petit vert, ce qui veut dire que du coup il a déjà commencé à comprendre le paradigme vert et qu'il est plus en fait dans une vision du monde purement pragmatique, rationaliste, positiviste, aristotélicienne classique. J'ai isolé un certain nombre d'extraits pertinents dans ces dernières vidéos, je suis remonté jusqu'à la numéro 30, et il y a quand même pas mal de choses, je vous laisse constater vous-même. Si il est plus performant, en moyenne, de savoir prendre des décisions rapidement avant d'avoir absolument toutes les infos, alors la chose rationnelle à faire est de se décider rapidement. Certaines personnes sont trop rationnelles,
Elle pense que la science a toujours raison et que les progrès scientifiques régleront tous les problèmes de la société. Non, ça c'est le scientisme. Si on pense que les progrès scientifiques causeront plus de mal que de bien, alors il serait rationnel de militer contre le progrès scientifique. Si on pense que sur le sujet X, tel consensus scientifique a tort, il serait irrationnel de se ranger malgré tout au consensus scientifique. Quand je demande à ma tante Gudule pour quelle raison elle croit en la résurrection du Christ, elle me dit que c'est à cause des preuves comme le suaire de Turin. Elle est donc tout à fait rationnelle. Moi, je trouve cette preuve très faible. Bien pourrie même. Le tissu semble dater du XIIIe siècle. Et du coup, je ne crois pas en la résurrection de Jésus. Elle et moi, nous ne sommes pas du même avis. Mais nous sommes tous les deux rationnels. C'est juste qu'on ne considère pas les mêmes choses comme étant des preuves. Peut-être que ce que l'on devrait vouloir, c'est utiliser moins d'énergie, quelle qu'en soit la source. Je n'en sais rien, je ne dis pas ça pour vous convaincre. Je dis ça juste pour vous montrer qu'une partie du problème de la prise de décision, c'est déjà de décider ce que l'on devrait vouloir. Toutes mes vidéos et infographies sont en licence libre. Je les héberge sur une plateforme à nous, qui tourne sur Peertube, un logiciel libre. J'aimerais montrer par là à tous les vidéastes de toutes les thématiques, science, humour, podcast, tuto maquillage, musique, qu'on ne devrait pas rester aussi dépendant de YouTube, une plateforme corpo américaine qui dicte ses règles et qui donc oriente nos contenus. On croit qu'on flatte l'algorithme, mais en fait, on suit l'algorithme, qui ne fait que nous emmener là où il veut qu'on aille. Essayons de décentraliser un peu l'Internet, en publiant nos contenus sur plusieurs plateformes différentes, et si possible en auto-hébergement. J'aime à me représenter la recherche comme un tas de gens dans le désert, qui commenceraient tous au même endroit, et qui doivent trouver où se situe le trésor. Quelle est la meilleure stratégie ? Définir la direction qui nous paraît la plus prometteuse, et tous foncer par là ? Et si on trouve rien, on tourne tous un peu par là ? Non, bien sûr. Le plus efficace est de faire une battue. De nombreuses personnes explorent de nombreuses directions. Alors oui, il y a l'un d'entre eux qui tombera pile dessus et fera la découverte qui profitera à tous. Était-ce uniquement grâce à sa grande intelligence ? Oui, peut-être un peu, mais aussi parce qu'il a eu du bol de partir dans la bonne direction depuis le début. Et oui, en effet, beaucoup vont partir dans des directions incongrues, où ils vont s'embourber toute leur vie sans jamais rien trouver. Était-ce uniquement parce qu'ils étaient cons ? Ils ont participé à la battue générale. C'était un effort collectif, et il n'y a pas de raison de les moquer. Pour ce qui est des pyramides d'Égypte, Davidovits explore l'hypothèse des pierres moulées. Par là. Je ne pense pas que ce soit une direction qui ait beaucoup de chances de donner des résultats, mais je suis quand même bien content que quelqu'un s'en occupe. Même, je vais être magnanime. La direction, par là, des pyramides qui sont des centrales nucléaires construites par les Atlantes extraterrestres technologiquement avancés. Je pense que c'est une direction qui ne donnera jamais rien d'intéressant. Mais bon, tant qu'on n'utilise pas d'argent public, et que les gens qui financent ne sont pas trompés et manipulés, eh bien, je suis content que des gens comme Jacques Grimaud y consacrent du temps. Oui, je sais, en plus de la direction choisie, les méthodes qu'il utilise sont peu orthodoxes, idéologiques, foireuses, parfois même hargneuses. Mais je suis bien content qu'il soit permis d'employer toutes sortes de méthodes, et pas obligé d'utiliser la méthode optimale et officielle. Et de toute façon, ça n'existe pas au singulier, la méthode scientifique. Des doudingues un peu illuminés, il en faut. Un petit peu. Par exemple, l'autre jour, ma tante Gudule était à la manifestation anti-pass sanitaire, anti-masque, anti-vax. Je pense qu'elle fait une erreur de jugement. Mais elle n'est pas conne. Dans aucun sens du mot conne, même en contorsionnant le vocabulaire. Elle est victime de son sentiment d'impuissance face aux injustices du système. Elle se sent exclue des décisions citoyennes, parce qu'une élection tous les 5 ans, ça peut pas donner un sentiment de contrôle. Elle est contre ce bordel ambiant de la gestion de la crise par le gouvernement. Alors oui, elle criait pas juste « non à la dictature sanitaire », ce qui serait compréhensible. Elle criait aussi « les vaccins sont inefficaces »,« le masque ça sert à rien »,« les puces 5G du contrôle magnétique de la pensée du complot Bluebeam », ce qui est faux à mon avis. Mais pourquoi elle dit ça ? Elle dit pas ça parce qu'elle a étudié les données scientifiques pour faire une évaluation des bénéfices-risques des vaccins. C'est pas ça l'origine de son erreur. Elle a un besoin de contrôle qu'elle ne peut pas exprimer. Elle est démunie face aux dérives du capitalisme qui écrasent sa vie. Elle est en colère contre les injustices sociales, contre les élites qui ont des privilèges qu'elle n'a pas,
contre les grandes entreprises qui ont de la thune et du pouvoir, alors qu'elle, elle vit dans un logement vétuste et qu'elle n'a pas d'autres moyens d'expression que la rue et Facebook. Mais est-ce que je connais toujours ma propre incertitude? Est-ce que je saurais me rendre compte quand je suis en situation de surconfiance? Peut-on tester soi-même sa propre cognition? C'est très méta, la métacognition. Réfléchir à comment je réfléchis, c'est ce que je vais essayer de faire devant vous aujourd'hui. Il y a aussi un certain nombre d'interrogations, à mon avis très pertinentes, que j'ai relevées de Christophe Michel. Des interrogations où souvent il va avoir une posture, il va dire oui, bah du coup on voit bien dans cette situation, les choses sont très complexes, voire sont infiniment complexes, et donc on devrait être plus modeste dans nos jugements. Et du coup il pose des constats, mais il a souvent pas vraiment de réponse pertinente, ou en tout cas, moi je constate qu'avec ces outils intellectuels actuels, il peut que constater des effets contre-intuitifs, il ne peut que constater que les choses sont complexes et qu'on ferait bien en fait de faire attention avant de partir dans les certitudes. Et je trouve ça très bien qu'il le voit, mais bah du coup, je vois bien qu'il n'a pas les outils en fait pour traiter cette complexité et en tirer un minimum de signal. C'est-à-dire que en fait, il se retrouve face à quelque chose qui est essentiellement constitué de bruit. D'ailleurs, il évoque aussi la question du bruit dans ses vidéos récentes. Donc il y a plein de bruit comme ça et il n'arrive pas à en tirer vraiment un signal, une cible précise. Quelque chose qui permet de dire ah là on peut isoler un mécanisme, on peut comprendre quelque chose, parce qu'à mon avis ces outils ne sont simplement pas adaptés aux problèmes qu'ils soulèvent. Moi je propose de revenir sur un certain nombre des problèmes qu'ils soulèvent et de proposer ou des outils ou au moins des pistes qui, attention, ne seront pas des réponses parfaites, c'est-à-dire que dans le paradigme de la complexité, on cherche pas des réponses justes entre guillemets, des réponses avec le résultat c'est comme ça. Il y a toujours un certain degré d'incertitude. D'ailleurs, c'est une des différences principales entre la complexité et l'approche rationaliste positiviste classique. C'est que la complexité, on va étudier des phénomènes très complexes, très chaotiques, globaux, et on va essayer d'en faire ressortir un certain nombre de grosses structures, des cycles, des récurrences, des mécanismes. Et on va dire, il y a des polarités, il y a des rapports de force comme ça, il y a des points de bascule qui peuvent avoir lieu si on dépasse tel ou tel niveau dans le système complexe. Et donc, on peut anticiper que s'il y a suffisamment de perturbations, il devrait y avoir un changement d'état. On peut pas vraiment savoir la date, mais en tout cas, on peut évaluer des risques et tout. En fait, voilà, dans la complexité, on peut évaluer des risques, on peut anticiper d'une manière approximative certains phénomènes, on peut aussi constater qu'il y a des cycles et que tôt ou tard, certains événements vont se reproduire, les événements passés vont se reproduire, on ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'ils vont très probablement se reproduire, à moins qu'il y ait un changement profond du système entre-temps. Et on peut aussi évaluer des faiblesses structurelles des systèmes. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans cette organisation très complexe, il y a un élément très important qui n'est pas traité, alors qu'en fait il participe de l'équilibre du système, et donc là il y a quelque chose à faire, il faut agir à cet endroit-là pour fluidifier le truc. Donc en fait dans le paradigme de la complexité, c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Donc là les propositions que je vais faire, ça va pas être des propositions qui mènent en fait à des réponses finies, concrètes, sûres, certaines, mais en tout cas c'est des réponses qui permettent de passer d'un bruit total à un minimum de signal. Ce sont des outils en fait qui permettent déjà de naviguer un peu le chaos. Et moi personnellement j'ai créé un séminaire d'introduction à la pensée complexe qui permet du coup d'entrer plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est que la pensée complexe, comment ça marche, et d'avoir un peu le tableau d'ensemble de tout ce champ disciplinaire et ses dérivés. Et après chacun fait sa popote et essaie de trouver les systèmes, les approches, les modèles qui lui correspondent le mieux. Ce qui est vachement intéressant en fait avec la systémie et la pensée complexe, c'est que c'est un domaine qui est assez libre et chacun peut un peu s'approprier les choses à sa façon en respectant un certain nombre de règles principales quand même, et adapter en fait les outils à son domaine particulier, à sa spécialité particulière, à son expertise particulière. Moi par exemple, pour donner un exemple personnel, je crois, je n'ai pas de religion, mais je crois que enseigner les outils de la pensée critique de façon bienveillante, en utilisant des exemples pédagogiques qui ne sont pas clivants, genre le paranormal, permettra aux gens d'utiliser plus tard ces outils intellectuels critiques sur des faits de société, leurs partis politiques, leur religion, leur thérapie alternative préférée. Je préfère la bienveillance au débunkage frontaux, et je crois en une certaine transférabilité des compétences d'un domaine à un autre. Mais honnêtement, j'ai pas de preuves pour croire ça.
J'ai bien essayé de chercher des études scientifiques pour justifier cette croyance, et il y a plein d'études sur le sujet, hein. Mais c'est pas très concluant. Bon alors, qu'est-ce que l'approche systémique peut dire sur la question de la transférabilité des compétences? Est-ce que le fait d'apprendre l'esprit critique sur le paranormal, ça permet d'appliquer l'esprit critique dans d'autres domaines? C'est aussi en partie mon interprétation, et je prétends pas donner des réponses définitives, mais il y a déjà plusieurs choses que je peux soulever, je pense, avec une certaine confiance. C'est que déjà, premièrement, la capacité à faire du transdisciplinaire, c'est-à-dire à appliquer des principes généraux dans différentes disciplines, ce qui est d'ailleurs le principe de base de l'approche systémique, hein. L'approche systémique fait beaucoup du transdisciplinaire. Le cadre systémique, en fait, est supposé s'adapter dans à peu près n'importe quelle discipline. Cette capacité, déjà, a tendance à être plus ou moins développée en fonction de profils psychologiques et de profils cognitifs particuliers. J'avais donné l'exemple, un exemple que je connais un peu et qui me semble assez pertinent, dans une vidéo récente, des fonctions intuition vs les fonctions sensation décrites par le modèle du MBTI. Mais en gros, on va dire que le côté pensée globale et transfert de compétences, transfert de métacadres dans différentes disciplines, c'est quelque chose que les personnes avec un fonctionnement intuition, donc un fonctionnement plus global dans leur cognition, ont tendance à faire plus facilement. Ça représente environ 25% de la population. Les 75 autres pourcents, a priori, sont capables de le faire aussi, mais ça a tendance à être moins évident. Ce sont des gens qui ont plus besoin qu'on leur montre la méthode dans un cadre d'application particulier, et après, du coup, ils vont appliquer la méthode, et en fait, ils sont plus séquentiels, ils sont plus étape par étape. En fait, l'intérêt d'un fonctionnement sensation, c'est que du coup, ça va éviter la création d'erreurs sur des tâches précises, c'est un fonctionnement qui est plus concentré sur des problèmes concrets. Donc voilà, quand il s'agit de traiter un problème concret, je veux que tu me fasses ça, que ça obtienne tel résultat, avec telle façon de faire, telle technique et tout, ils sont plutôt bons. Quand il s'agit aussi de vérifier, par exemple dans la démarche scientifique, est-ce que la méthodologie a bien été appliquée, est-ce qu'il y a eu des erreurs de protocole, les gens avec un fonctionnement sensation vont être plutôt bons. Après, le problème, c'est que du coup, les gens avec un fonctionnement sensation ont du mal à voir les choses d'une manière globale, à voir un peu les méta-mécanismes, les méta-patterns derrière le fonctionnement des choses, ce qui fait que du coup, quand il y a des problèmes qui sont plus systémiques, qui sont pas tellement dans la méthode, mais qui sont dans la façon de penser qui a produit la méthode qu'on utilise, généralement, ils sont assez mauvais, voire ils comprennent pas ce que voient les personnes avec un fonctionnement intuition, qui vont dire, là, il y a un problème dans notre fonctionnement général, et dans la façon dont on prend le problème au global, où il y a des domaines transversaux qui donnent des informations qui pourraient éclairer le problème qu'on a là et qui disent qu'en fait on fait pas de la bonne façon. Là en fait les personnes avec un fonctionnement intuition vont être assez perdues, vont pas comprendre. Donc moi j'ai envie de dire potentiellement la démarche d'hygiène mentale qui consiste à compter sur la transférabilité de compétences en soi, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionnera globalement mieux pour des personnes avec un fonctionnement intuition que pour des personnes avec un fonctionnement sensation. Et les personnes avec un fonctionnement intuition sont quand même assez minoritaires. Moi, personnellement, j'ai un fonctionnement intuition, donc quand je voyais les contenus hygiène mentale, je me régalais, parce que justement, j'appréciais beaucoup le fait que ça se concentre sur la méthode en général, les modes de raisonnement, les principes, et que ça vienne pas, en fait, quelque part, m'attaquer de front, en mode voilà ce que tu dois penser sur tel fait de société, sur telle polémique. Alors ces gens-là c'est des charlatans, c'est des je sais pas quoi, ils racontent n'importe quoi, et ceux-là ils racontent ce qu'il faut, crois ce que je te dis et tout. Et moi je trouve que cette attitude de pas mal de débunkers, sthéticiens et tout, qui a tendance en plus à se développer avec le temps, c'est-à-dire que je les vois faire de plus en plus ça, elle me plaît pas beaucoup parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle me prend trop par la main, elle essaie trop de m'imposer un récit, et en fait elle me laisse pas tirer mes propres conclusions moi-même. Et bon, il y a aussi d'autres problèmes parce que je considère en fait qu'il y a plein de sujets qui sont traités par l'esprit critique et qui en fait sont traités d'une manière tout à fait idéologique. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup des sujets qui sont traités de cette façon-là en fait ne peuvent pas bien être traités tout court par les outils du positivisme classique, quoi. En fait, il faudrait plutôt utiliser des outils complexes ou au moins des outils relativistes, perspectivistes. Mais c'est pas ce qui est utilisé, et bon, ça m'énerve beaucoup. Et donc, moi, justement, j'appréciais beaucoup ce truc que dans l'hygiène mentale, il y avait cette volonté d'éviter des partis pris. Bon, le fait de traiter le paranormal, c'est quand même une forme de parti pris, parce que, mine de rien, il y a des gens qui sont en tension sur ces sujets-là aussi, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie qu'on touche à leur
croyances paranormales. Mais en tout cas, oui, j'appréciais cette volonté de rester sur des exemples assez neutres, quoi, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui le fassent. Après, le truc à prendre en compte, c'est que, oui, effectivement, quand on attaque les croyances des gens de façon frontale, bah, vu qu'ils n'ont pas envie d'être remis en cause dans ce qui leur tient vraiment à cœur, bah, ils vont avoir tendance à être sur la défensive, et du coup, bah, ils vont pas entendre les arguments de fond, ça va pas les intéresser, ils vont rejeter le truc, parce qu'ils vont se sentir attaqués. Donc, effectivement, la démarche des bunkages frontales, je pense qu'elle est pas trop pertinente, donc je suis d'accord avec ça. Ceci étant dit, en fait, on arrive à un problème de fond qui est que si on traite les sujets directement des gens, bah du coup, si ça va globalement avec les conclusions qu'ils ont déjà commencé à tirer, si ça les remet pas trop en cause dans leur certitude, bah ils vont avoir tendance à adhérer. Par contre, bah si ça les attaque trop frontalement, que ça remet trop en cause leur certitude, bah ils vont rejeter. Et du coup, on pourrait se dire, bah oui, s'ils apprennent les méthodes et qu'après ils appliquent à leur façon, peut-être que du coup, ils en arriveront eux-mêmes à leurs propres conclusions et ils changeront d'avis eux-mêmes. Sauf que ça se produit très rarement aussi, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a tout ce problème des paradigmes, des visions du monde et des croyances. Et en fait, quand on s'intéresse un peu à la psychologie, on comprend qu'en fait, les gens, ils peuvent très bien être capables d'utiliser les outils de la pensée critique, d'utiliser des outils rationalistes dans des contextes qui n'a pas trop de conséquences pour eux émotionnellement, dans des contextes qui sont plutôt neutres. Mais en fait, le souci, c'est que dès qu'ils vont commencer à appliquer ces outils sur des sujets qui les impliquent réellement émotionnellement, bah là, d'un seul coup, ils vont plus du tout être capables d'utiliser ces mêmes outils avec l'efficacité qu'ils avaient avant, et généralement, ils vont même pas avoir conscience en fait de cette baisse d'efficacité dans leur façon de faire, et ils vont avoir tendance à rationaliser ça, à justifier ça avec des explications qui vont leur paraître raisonnables, alors qu'en fait, depuis un point de vue extérieur, elles le sont pas forcément, sauf si on a les mêmes croyances qu'eux. Et donc, à un moment, en fait, quoi qu'on fasse, il y a des mécanismes psychologiques qui font que la capacité à utiliser les outils rationnels, elle va être fortement altérée aux endroits où ce serait le plus intéressant, quoi. Et ça, bah, c'est une limite qui est liée, en fait, au fonctionnement systémique de notre esprit, de notre psychologie et de nos croyances. Donc moi j'ai envie de dire, globalement, je trouve que la démarche mentale elle est bonne. La transférabilité de compétences, j'y crois, a priori ça fonctionne bien. Après, ça fonctionne mieux sur certains profils psy que d'autres, et surtout, bah, quoi qu'on fasse à un moment, quand les gens ont des croyances, et quand ils ont des raisons émotionnelles d'être attachés à ces croyances, liées à leur vécu, liées à leur éthique personnelle et tout, et à toutes sortes de facteurs, liés à leur peur aussi, bah c'est quasiment impossible. En fait, c'est quasiment impossible si ils sont pas dans une démarche personnelle pour aller au-delà de leurs croyances. Et même s'ils sont dans une démarche personnelle, bah parfois il y a des résistances quand même. Donc bah c'est toujours assez compliqué en fait d'amener les gens dans des systèmes, dans des visions du monde qui vont en dehors de leur précarité, quoi. Et puis, il y a un enchaînement dans mes objectifs. Si j'ai proposé ceux-ci, c'est en fait parce qu'ils sont au service d'un objectif plus grand. Minimiser notre impact sur l'environnement. Mais c'est la définition même de l'énergie, ça, la capacité à modifier l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on veut de l'énergie ? Pour modifier notre environnement à notre convenance, justement. En fait, on cherche des moyens de production d'énergie qui ne modifient pas trop l'environnement, afin de pouvoir plus modifier notre environnement. Peut-être que ce que l'on devrait vouloir, c'est utiliser moins d'énergie, quelle qu'en soit la source. Je n'en sais rien, je ne dis pas ça pour vous convaincre. Je dis ça juste pour vous montrer qu'une partie du problème de la prise de décision, c'est déjà de décider ce que l'on devrait vouloir. La question de l'énergie et la question de l'impact de l'exploitation de l'énergie sur l'écosystème, elle est vachement intéressante parce que c'est une très bonne illustration des principes de la spirale dynamique et notamment de comment différents niveaux de la spirale dynamique vont aborder le problème. Dans une perspective orange, qui est encore la perspective dominante aujourd'hui, en fait on essaye d'optimiser l'extraction d'énergie, le rendement de l'énergie, l'efficacité de l'énergie. En fait, on essaye d'en produire un maximum et de l'utiliser le mieux possible, de la façon la plus efficace possible. Et à la limite, les conséquences globales, les conséquences systémiques, les conséquences sur l'environnement, soit on s'en moque, soit on a conscience que ces conséquences existent, mais on voit pas trop comment faire mieux, donc du coup on le fait quand même. Et l'idée c'est que on utilise l'énergie. Ok, au bout d'un moment, l'énergie risque de s'épuiser. Ok, on risque d'abîmer l'environnement, les sols. En fait, on va avoir des rendements décroissants. On trouve ce problème-là, par exemple. Il y a aussi le problème de l'agriculture, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on épuise de plus en plus les sols et au bout d'un moment, il faut rajouter de l'engrais ou alors il faut exploiter des nouveaux sols et tout. Mais en fait, dans l'approche orange, il y a l'idée que
il y a toujours plus de ressources à exploiter, et si à un moment un filon a déjà été totalement exploité, ben on passe à un autre, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on arrive au constat que il n'y a pas une infinité de filons, que la planète elle a une taille finie, qu'on peut pas tout s'approprier, on peut pas exploiter toutes les ressources, et donc l'espoir, on pourrait dire orange, mais de plus en plus de personnes se rendent compte que ça marche pas, y compris des gens en fait qui n'ont pas accédé à un mode de pensée plus complexe, mais qui sont un peu dans le constat que on est dans la merde, comment on fait, on sait pas, mais on est quand même dans la merde. Il y a des gens qui ont fait ce constat-là, mais il y a cet espoir en fait que potentiellement on pourrait s'en sortir en continuant à faire des innovations technologiques. C'est-à-dire en créant de meilleurs engrais, en trouvant des nouvelles plantes en fait qui poussent dans des conditions de plus en plus mauvaises. Et dans le cas de l'énergie, ce serait trouver des nouveaux filons de pétrole, potentiellement développer des énergies renouvelables, et là il y a ce truc un peu paradoxal, c'est que il y a cette idée que via les énergies renouvelables, on pourrait en fait réussir à continuer à produire de plus en plus d'énergie pour combler nos besoins de plus en plus croissants, mais bon, en fait, concrètement, tout le monde se rend compte que ce sera pas possible, mais dans l'idéal, on se dit, ce serait bien quand même si, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a ce principe de croissance, et il y a ce principe de... on arrive quelque part, on exploite le truc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, et on prend un côté, et on développe toujours de nouvelles technologies pour réussir à exploiter toujours plus, toujours mieux, dans des conditions de plus en plus difficiles ou différentes et tout. Et on espère quelque part que le simple progrès peut rattraper un peu le principe d'entropie générale, quoi. Dans une approche verte, qui est celle en fait que concrètement Christophe Michel évoque, et du coup c'est aussi pour ça que je trouvais cet extrait intéressant, c'est-à-dire qu'en fait il met déjà une proposition verte sur la table, même s'il dit que c'est pour l'exemple, qu'il prend pas forcément position dessus, mais en tout cas, il le mentionne, il y aura la question de la résilience, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens se disent, ouais, mais en fait, si l'énergie qu'on peut utiliser, elle est limitée, et qu'au-delà d'un certain seuil d'énergie, en fait, on bousille l'écosystème plus que ce qui est capable de se régénérer, peut-être qu'en fait, effectivement, il faut qu'on soit capable de se réguler nous-mêmes, et peut-être qu'il faut qu'on limite notre volonté de modification de l'environnement. Bon, ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, la modification de l'environnement, c'est quand même le propre de l'homme, hein. L'homme, c'est un bâtisseur, l'homme, c'est quelque chose, l'homme, c'est un être qui, justement, ne se contente pas de ce qui est déjà là et qui modifie son environnement pour que l'environnement devienne à sa convenance. Et donc, d'une certaine manière, on tempère un peu notre volonté de puissance, mais on se retrouve aussi un peu sans but, quoi. Enfin, ça a aussi des intérêts, parce que ça nous pousse à nous recentrer plus sur nous, à nous recentrer plus sur notre développement émotionnel, psychologique, spirituel. Mais en tout cas, il y a un peu ce truc qui est promu par un certain nombre de personnes, qui est la décroissance, le minimalisme, l'utilisation des low-tech. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se développent sur les low-tech. C'est-à-dire comment est-ce qu'en fait on peut faire les mêmes choses que ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec des moyens beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, beaucoup moins polluants, que n'importe qui peut créer en bricolant avec des trucs qu'on trouve facilement, et voilà, sans avoir besoin de se baser en fait sur des grosses industries et tout. Il y a pas mal de solutions qui se développe là-dessus, sur la résilience, sur comment dépenser moins d'énergie. Là où en fait dans une perspective jaune, qui serait la perspective encore après, qui est encore plus complexe du coup, quelque part je trouve que la perspective jaune résout un peu le paradoxe, résout un peu le problème que soulève Christophe Michel, qui est en fait on veut moins modifier notre environnement pour plus modifier notre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? À quoi ça rime? Peut-être qu'en fait la modification de l'environnement en elle-même n'est pas un problème. Peut-être que la question c'est pas tellement est-ce qu'on modifie trop ou pas assez notre environnement, mais peut-être que la question de fond c'est est-ce qu'on modifie notre environnement d'une façon qui respecte un certain nombre de cycles et de principes naturels? Et alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais dans une perspective jaune, en fait, on pourrait potentiellement croître à l'infini, consommer, utiliser, ce serait pas vraiment de la consommation du coup, pas au sens où on l'entend habituellement, on pourrait utiliser de l'énergie et croître potentiellement à l'infini, sauf qu'en fait, ça se ferait dans un respect de la dimension cyclique de l'énergie, des cycles de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, c'est un truc qui circule. C'est un truc qui passe par différents écosystèmes, différents environnements, qui se transforment, et en fait, tout nourrit tout et tout se recycle. En fait, dans les approches systémiques, dans les approches jaunes, on aime bien raisonner par cycle. Et donc, en fait, on pourrait imaginer que dans un monde qui saurait exploiter l'énergie avec une perspective jaune des choses, avec une perspective systémique des choses, ce serait incroyablement difficile à concevoir pour des gens d'aujourd'hui avec notre façon de voir le monde actuel, mais il y a déjà des initiatives qui se développent là-dessus, autour de l'économie circulaire, autour de la permaculture, autour de plein de choses. Mais en fait, dans un monde qui tournerait vraiment en jaune et qui comprendrait vraiment la logique jaune, potentiellement, plus on utilise de l'énergie, plus on soigne et on régénère les écosystèmes. Ça pourrait vraiment se passer comme ça. Parce qu'en fait, c'est concrètement ce qui se passe déjà dans la nature la majorité du temps.
Parfois, il y a des espèces invasives qui se démultiplient, qui bousillent tout, mais la plupart du temps, ça se passe exactement comme je viens de le décrire. C'est-à-dire que une espèce, en fait, en utilisant de l'énergie, en chassant, en faisant différentes choses, en construisant des barrages et tout, en fait, elle est déjà en train, sans le savoir, de participer à une logique écosystémique globale, et donc elle est déjà en train de régénérer l'écosystème en faisant ses propres trucs, en remplissant ses besoins et tout. Mais là, l'idée, c'est qu'on pourrait faire en sorte que l'humanité s'autorégule et soit capable de le faire d'une manière consciente. Parce que là, pour l'instant, on se comporte comme une espèce invasive, mais on pourrait très bien se développer tout en s'intégrant dans des écosystèmes plus larges et en retrouvant en quelque sorte notre place dans la nature. Alors ça pourrait très bien se faire sans renoncer à la technologie, et je pense même que ça nécessiterait des innovations technologiques très importantes. Donc la technologie s'opposerait absolument pas à l'écologie sur ce plan-là, mais du coup, bah voilà. Ça impliquerait d'avoir développé des visions du monde, des technologies et des approches qui permettent en fait que notre développement soit régénératif pour la nature au lieu de créer du déchet et de polluer de plus en plus. Et donc bah ça, ce serait une réponse élégante et j'oserais dire peut-être définitive sur cette question précise. Si à la place, je suis cette fois une organisation qui a pour objectif d'améliorer l'éducation des enfants de cette vallée à l'autre bout du monde. Sur laquelle de ces options devrais-je choisir d'allouer ma petite enveloppe? Envoyer des professeurs compétents dans les écoles du coin? Construire une nouvelle école? Envoyer des fournitures scolaires? Cahiers, crayons? Envoyer des livres scolaires? Eh bien, en vérité, parfois la réponse est surprenante. Ici, il se peut très bien que le plus efficace, c'est d'envoyer des vaccins. Apparemment, ce qui empêche les enfants d'avoir une scolarité efficace, ce sont les maladies, chez les élèves ou au sein de leur famille. Ici, améliorer la santé est le plus efficace pour améliorer l'éducation. Si je suis une organisation de professeurs avec pour but l'éducation, ça aura l'air bizarre de devoir envoyer des vaccins. Ce sera dur à expliquer aux donateurs qui s'attendent à ce que l'on envoie des cahiers et des crayons. Mais c'est pourtant la chose rationnelle à faire. Alors pourquoi est-ce que pour augmenter l'éducation dans les pays pauvres, est-ce qu'il faut envoyer des vaccins, est-ce qu'il faut améliorer la médecine? Bon bah alors Christophe Michel l'explique bien, c'est parce que bah en fait il y a des enfants qui arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils sont malades, enfin en tout cas c'est l'explication qu'il donne. Le truc c'est que si on est dans une approche aristotélicienne classique, et ben en fait déjà ce genre de relations de cause à effet, on a tendance à les trouver d'une manière très empirique et presque par hasard, parce que c'est-à-dire que pour réussir à retrouver le scénario dans sa tête, réussir à retrouver le fonctionnement, bah c'est assez compliqué quoi, il faudrait tester plein de facteurs différents dans plein de conditions, et en fait l'autre souci qu'on va avoir, c'est que comment est-ce que on fait la différence entre ce qui est une simple corrélation mais sans causalité, c'est-à-dire une sorte de, bon bah il y a deux variables qui semblent évoluer ensemble, mais c'est peut-être juste un hasard, et comment est-ce qu'on fait pour se dire, ah non, il y a vraiment l'un qui cause l'autre. Et ça, bah, avec l'approche donc positiviste de base, c'est quasiment impossible. En fait, on pourrait très bien observer un rapport entre deux éléments, se dire, bah, ils évoluent de la même façon, donc ils doivent être reliés, mais en fait, si on en favorise un, on va se rendre compte que bah, du coup, ça favorise pas l'autre, et il peut y avoir différentes explications pour ça. Mais c'est très difficile en fait de se retrouver dans ce bazar, de se retrouver dans cette complexité. Sauf qu'en fait, bah, c'est justement pour ça qu'on a créé les outils de la systémie. Et notamment dans les outils de la systémie, en fait, on peut faire des cartes systémiques où en fait on va s'intéresser à comment est-ce que différents éléments qui n'ont pas forcément l'air directement reliés, comment est-ce que ces éléments interagissent les uns avec les autres. Et notamment, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va étudier ce qui s'appelle des boucles de rétroaction positives et des boucles de rétroaction négatives. En gros, on va s'intéresser à qu'est-ce qui fait que des phénomènes vont s'amplifier jusqu'à atteindre des seuils critiques et provoquer potentiellement des événements très importants, des crises et tout, ou qu'est-ce qui fait que des événements vont se réguler, qu'est-ce qui fait que les choses en quelque sorte vont continuer à fonctionner comme elles fonctionnaient avant. Et donc, bah si, sur la question de l'éducation des enfants dans certains pays d'Afrique, on étudiait les choses de manière systémique, bah, on pourrait voir qu'il y a des liens entre l'éducation et la santé, mais aussi peut-être la culture, le contexte politique, et sans doute plein d'autres choses qui me viennent pas en tête comme ça en improvisant. Mais en fait, on pourrait dresser une carte et puis on pourrait voir justement quels sont les éléments sur lesquels on peut agir pour modifier la dynamique systémique de l'ensemble. Et alors, ce qui est super intéressant avec cette approche, c'est que ça pourrait permettre non seulement d'améliorer l'éducation dans les pays en question, mais
tout en améliorant la santé, et tout en améliorant les systèmes politiques, tout en faisant en sorte de pas trop chambouler la culture, mais peut-être en la faisant quand même évoluer dans un sens qui serait plus favorable à ces changements-là, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant avec l'approche systémique, c'est qu'en fait, non seulement on agit mieux sur des éléments particuliers, mais en agissant mieux sur des éléments particuliers dans une perspective globale, en fait, on agit mieux sur le global dans son ensemble. Et en fait, au lieu d'améliorer un seul facteur et potentiellement en bousillant les facteurs autour, et ben en fait, on améliore tous les facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de vouloir améliorer l'éducation, mais sans avoir une perspective systémique des choses, ça peut avoir comme conséquence de créer beaucoup de troubles et de créer du rejet de la population, parce que ça viendrait heurter des cultures, des coutumes, des intérêts politiques, etc., etc. Et bah, si on aborde les choses avec une perspective systémique, bah, on peut en fait proposer une amélioration, mais qui s'inscrit en fait en coopération, on va dire, avec les besoins des autres structures qui entrent en lien avec cette première structure. Et voilà, bah ça c'est une proposition concrète en fait pour mieux traiter ce genre de problème et mieux résoudre ce genre de problème. Et du coup, bah cette question de pourquoi est-ce que proposer des vaccins ça améliore l'éducation, bah c'est un très bon révélateur en fait de la dimension systémique des problèmes et de la nécessité de traiter les problèmes de façon systémique. En janvier 2020, au tout début de la pandémie, quand je voyais les Chinois galérer avec leur nouveau virus, je m'étais promis de raisonner plus en factonie. Quelles sont les données ? Où sont les résultats des précédents coups joués ? Les précédentes épidémies ne sont pas sorties des pays où elles étaient apparues. Le SRAS, le MERS, la grippe aviaire, le H1N1. On avait paniqué, on avait acheté plein de vaccins qu'on n'a jamais utilisés au final parce que ça ne s'est pas propagé. Restons confiants. Là, j'aurais dû plus écouter le Dr John et faire confiance à la loi exponentielle. Je sens que ces deux-là vont se chamailler dans ma tête jusqu'au bout. Alors pour la question des épidémies, le problème c'est que les épidémies, ce sont des phénomènes hautement complexes et hautement chaotiques. C'est-à-dire que ça dépend souvent d'un certain nombre de seuils, où en gros, tant que les seuils en question ne sont pas dépassés, bah, le truc va se contenir et en fait ne sera pas une menace, ne va déclencher rien de vraiment gênant. Il y a quelques personnes qui vont être peut-être un peu malades dans une zone localisée, en fait ça va jamais devenir un problème de santé publique. Et dans certains cas, lorsque certains seuils sont dépassés, certaines conditions climatiques, certains phénomènes qu'on comprend pas bien, là il peut y avoir effectivement une explosion exponentielle, et ça peut créer une situation de crise. En général, au bout d'un moment, il y a d'autres phénomènes régulateurs à plus grande échelle qui vont se mettre en place, qui font que ça se passe pas comme dans certaines simulations. En fait, on n'a pas une maladie qui apparaît d'un coup et qui contamine l'humanité entière et qui tue toute l'humanité, comme dans certains jeux de simulation. Et pourquoi ça fait pas ça ? Parce qu'en fait, il y a des phénomènes régulateurs plus complexes, plus larges, qui ont tendance à se mettre en place. Et comment je le sais ? Parce qu'en fait, si c'était pas le cas, tout simplement, il y aurait pas grand chose qui resterait en vie longtemps, parce qu'il y aurait toujours un agent infectieux qui arriverait à dominer tout le monde au bout d'un moment, donc ça doit forcément exister, et empiriquement, c'est ce qu'on constate. Et du coup, oui, en fait, si on utilise les outils rationalistes classiques, et qu'on essaie simplement de poursuivre des courbes, sans avoir conscience du fait qu'il y a des seuils critiques, et qu'il y a plein de seuils critiques différents qui interagissent de manière complexe, et que un coup en fait il va rien se passer et un coup ça va exploser, et en fait on a énormément de mal à prédire quand est-ce que ça va exploser ou pas, y compris avec des outils systémiques d'ailleurs, vu qu'on a énormément de mal à prévoir si ça va exploser et quand est-ce que ça va exploser, et les outils ne sont pas appropriés. Et y compris, là Christophe Michel il parle de la loi exponentielle et tout, mais en fait la loi exponentielle elle va être pertinente que dans un certain nombre de cas, et le problème de la loi exponentielle c'est qu'en gros la loi exponentielle, pour le coup, elle se comporte en fait comme un emballement de boucles de rétroaction positive. Donc je disais les boucles de rétroaction positive, c'est quand en fait il y a, vu que la systémie étudie des choses de façon cyclique avec des boucles, en gros on a un événement qui va avoir un effet, puis qui va rétroagir sur l'événement lui-même, et du coup ça va s'amplifier, et du coup l'effet va être encore plus amplifié, et ça va rétroagir, ça va être encore plus amplifié, et donc du coup ça crée un emballement. Et ça c'est des boucles positives. Et en fait, quand on étudie des épidémies en utilisant simplement des fonctions exponentielles, en fait on part du principe que les épidémies vont forcément fonctionner comme des boucles de rétroaction positive, sauf qu'en fait, a priori dans toute épidémie, il y a forcément dans le système au moins un certain nombre de boucles de rétroaction négatives qui font que le truc va se réguler. Et alors en fait, en réalité, ce qui fait qu'il va y avoir une explosion épidémique ou non, c'est un peu le rapport de force entre les boucles positives et les boucles négatives. C'est-à-dire que si les boucles positives prennent le dessus, du coup,
il peut y avoir une augmentation qui passe un certain seuil et pouf, ça va partir en exponentiel. Et en fait, si les boucles rétroactives gagnent, il peut y avoir une petite augmentation, ça va se stabiliser très vite, et puis voilà, ça va peut-être diminuer au bout d'un moment, et en fait, il y aura eu que dalle. Et donc, si on arrive à identifier un peu un certain nombre de boucles et comment elles interagissent, on peut déjà un peu mieux anticiper ce qui va se passer, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les épidémies, c'est des phénomènes chaotiques. Ça fonctionne sur des principes de signes noirs, hein, puisque Christophe Michel parlait de Nassim Nicolas Taleb dans une de ses vidéos. Le truc avec les épidémies, c'est que on sait qu'à un moment, il va y en avoir une beaucoup plus grosse que les autres et qui va avoir des conséquences importantes, qui va créer des situations de crise. Des épidémies qui, au niveau mondial, ont l'importance du coronavirus. Il y en a à peu près 4 ou 5 par siècle, ce qui est quand même pas mal, mine de rien. On sait qu'à un moment ou un autre, ça va tomber, mais on sait pas exactement quand, parce que c'est hautement chaotique et hautement probabiliste. C'est-à-dire qu'on peut en avoir 2 à 10 ans d'intervalle, on peut aussi en avoir aucune pendant 50 ans. Le truc dans ce genre de situation, c'est que il faut créer des systèmes suffisamment résilients et avec suffisamment de moyens de gestion de crise qui sont prêts à être mis en place pour que lorsque ces phénomènes profondément imprévisibles adviennent, on soit déjà prêt. Et on sait qu'ils vont advenir, on sait juste pas quand. Et ça s'appelle simplement la sécurité, la prévoyance. Ça implique aussi de créer des systèmes d'organisation avec un certain nombre de redondances. Ça implique une capacité d'adaptation, d'improvisation. Le souci, en fait, c'est qu'on est dans un monde qui, aujourd'hui, essaye de plus en plus d'optimiser et de fonctionner à flux tendu. C'est-à-dire qu'on se dit, dans les conditions habituelles, en fait, on peut faire des économies et tout pourrait, sur le papier en tout cas, fonctionner en réduisant ci, en réduisant ça, en réduisant ça. Et en fait, le problème de cette approche, c'est que tant que tout se passe exactement comme dans les modèles, tout se passe très bien. Puis en fait, le jour où il y a un petit phénomène chaotique, même potentiellement pas si fort que ça, et là en fait, tout s'effondre d'un coup et c'est une catastrophe totale parce qu'on a tellement tout optimisé que on n'est pas capable en fait de faire face à l'imprévu. Et typiquement, dans le cadre du coronavirus, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on avait tout optimisé, les hôpitaux fonctionnaient à flux tendu, il y avait plein de sécurités qui n'étaient pas mises en place, et on n'a pas été capable de faire face à la crise. Et ça, je crois que c'est un peu un problème du monde moderne, et que par le passé, en fait, on était beaucoup plus prévoyants, et on avait beaucoup plus conscience que les choses étaient fondamentalement imprévisibles, et que tout se passait pas comme dans les modèles. Mais aujourd'hui, on a un peu cette espèce d'hubris, cette espèce de croyance que on est enfin capable de modéliser et d'anticiper tous les phénomènes, parce que nos outils positivistes, matérialistes, aristotéliciens, nous permettrait de poursuivre des courbes et de savoir si une épidémie risque d'exploser ou pas. C'est pas une question de raisonner plus comme Fat Tony ou comme Mr. John, c'est pas une question en fait de raisonner plus d'une manière empirique ou d'une manière théorique, parce qu'en fait, dans ce genre de situation, aucune approche n'est vraiment meilleure que l'autre, hein. Aucune approche même ne fait vraiment mieux que le hasard, à mon avis, ou très très légèrement mieux, mais c'est même pas sûr. En fait, c'est simplement que il faut être prêt aux crises qui vont arriver, et il faut raisonner de manière complexe et systémique dans la mesure du possible, même si ça reste une démarche assez imparfaite aussi, mais qui est moins imparfaite que les outils classiques qui, non seulement donc font probablement pas mieux que le hasard, mais c'est même pire que ça. Le problème des outils classiques, en fait, c'est qu'ils nous mettent dans un billet de surconfiance. C'est-à-dire que vu qu'on a l'impression de pouvoir modéliser des trucs, de pouvoir anticiper des trucs, on se dit, non mais c'est bon, je sais ce qui va se passer. Et en fait, on devient encore plus vulnérable à cause de ce biais de surconfiance, à cause de cette croyance qu'on sait. Bon, allons-y. Exercice d'application. Voici une salve d'impact. À votre avis, où se situe la cible ? Si je demande à une centaine d'entre vous, vous allez tous proposer plutôt par là, mais pas tous exactement au même endroit, au pixel près. Un dira peut-être ici, un autre un peu plus par là. Vos propositions seront un peu comme ça. Elles auront elles-mêmes un certain bruit. C'est pas facile de calculer un barycentre de tête avec une précision mathématique. À mon tour, je vais faire une proposition. Moi je dirais par là. Peut-être que moi aussi je vais estimer un peu trop haut ou un peu trop bas. Mon jugement, lui aussi, a un certain bruit. Comme vous. Mais c'est un bruit interne cette fois. C'est pas le bruit des données, mais bel et bien le bruit de mon propre jugement. J'aurais tout aussi bien pu parier ici ou là, il fallait bien choisir un endroit. Remarquez que si au lieu d'essayer de proposer moi-même au jugé, je prenais juste la moyenne de vos propositions, ça devrait tomber assez près du vrai centre des impacts.
Même mieux que si je proposais moi au jugé, parce que parmi vous, il y a probablement autant de gens qui estiment trop haut que de gens qui estiment trop bas, ou droite-gauche. Ça, c'est la sagesse des foules, traitée par exemple sur la chaîne de Fouloscopie. C'est pour ça que c'est une bonne stratégie que de déléguer un peu son jugement et de se ranger à la majorité. C'est l'heuristique de l'appel à la popularité, ad populum. C'est pas être un mouton, hein, ça aide beaucoup à moins se tromper. Mais attention, si pour une raison ou une autre, vous et moi, on fait tous des propositions qui sont systématiquement tous décalées dans la même direction, ben, on dira que l'on a un biais. Et notre moyenne à tous, là, sera décalée, elle aussi. C'est pas le biais des données, hein, je parle bien du biais dans notre jugement, un biais interne, si on a tendance à proposer trop à gauche, par exemple. Dans ce cas, la stratégie de la sagesse des foules, ça ne marche pas. Ça marche pour pallier à mon problème de bruit, mais ça ne sert à rien contre les problèmes de biais. La stratégie de déléguer son jugement pour se ranger à la majorité, ça nous fait tomber dans le biais de l'appel à la popularité, l'argumentum ad populum. C'est à la fois une heuristique, quand ça marche bien, la plupart du temps, et un biais, quand ça marche pas, quand il nous a induits en erreur. En fait, pour moi, ce schéma sur les biais et la sagesse des foules, il est très intéressant, parce que je trouve qu'il illustre très bien, en fait, les biais systémiques de l'approche orange de la rationalité, de l'approche orange de la compréhension du monde, et il illustre aussi les apports des systèmes verts et des systèmes jaunes, et en quoi est-ce que ces systèmes arrivent à corriger progressivement les failles, disons, de l'approche orange. En fait, l'approche orange, elle pense qu'avec un certain nombre de systèmes rationnels, avec un certain nombre d'heuristiques, elle peut comprendre le réel, entre guillemets, d'une manière suffisamment correcte pour obtenir un certain résultat, et d'un certain point de vue, c'est vrai, mais du coup, elle va faire face à deux types de biais, et le premier de ces biais, ça va être des biais personnels, c'est-à-dire que la personne, en gros, elle représente une des cibles bleues sur le schéma, et donc en fait, tout en pensant utiliser les mêmes outils que les autres, il va y avoir une certaine imprécision, un certain bruit qui est lié à ses propres croyances, à ses propres fonctionnements, à ses propres imprécisions, à ses propres manques d'attention et tout, ou à ses propres allants de soi aussi, qui fait que du coup, elle va être un peu décalée, et tous les autres, ils vont être un peu décalés, et en fait, il y a une forme de croyance dans l'approche orange qui est que chacun, globalement, en tout cas, s'il utilise les mêmes outils que les autres, chacun qui utilise les mêmes outils que les autres, évalue les choses à peu près de la même façon, et peut en arriver au même constat, aux mêmes déductions et tout. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que ça donne plein de débats et de polémiques et tout entre des gens qui essayent de se mettre d'accord sur mais qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer comme information de cette situation. Et quand on creuse un peu, les gens se rendent compte en fait qu'ils sont pas si d'accord que ça, et donc après chacun se renvoie à l'autre une certaine irrationalité, sans se rendre compte en fait que c'est un problème plus général que ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans les approches vertes, en fait, on va faire de l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'on va apprendre à beaucoup mieux communiquer, à beaucoup plus voir les perspectives des uns et des autres, et à conscientiser à quel endroit est-ce qu'il y a vraiment des endroits où on ne se comprend pas et où on ne s'entend pas. Et donc l'intérêt, c'est que l'approche verte permet en fait de faire émerger une forme d'intelligence collective, une forme de sagesse des foules, et souvent d'une manière beaucoup plus sophistiquée et pertinente qu'un simple vote ou une simple moyenne des avis des différentes personnes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de on se réunit en cercle et on parle et on va vraiment au fond des choses et on essaie de sortir de notre propre perspective. Et donc du coup, l'intérêt de cette approche verte, c'est que on va pouvoir arriver à une forme de consensus tous ensemble, et ce consensus, en général, sera plus proche de la cible, sera plus proche de la vérité, du réel, entre guillemets, que chacune des perspectives individuelles. Le souci de ça, c'est que l'approche verte, qui fait déjà mieux grâce à cette façon de faire que l'approche orange, l'approche verte a comme défaut que... alors déjà, elle peut être un peu plus sensible à certains biais que l'approche orange, parce qu'elle a tendance parfois, surtout dans ses versions malsaines, à rejeter un peu trop l'approche orange, donc il peut y avoir certaines pertes à ce niveau-là, mais qui vont être souvent largement compensées par l'intelligence collective. Et le deuxième problème, c'est qu'elle est pas du tout, ou très peu, capable de corriger les biais de groupe. Mais l'approche orange non plus, l'approche orange n'arrive pas à corriger les biais de groupe, mais bon. En fait, les deux ont un problème avec la notion de biais de groupe, qui est que, ok, d'accord, en fait, on se met ensemble, on essaie de réfléchir, on utilise des outils pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, sauf qu'en fait, globalement, on se réunit entre personnes qui avons un peu la même culture, qui pensent pareil, qui avons les mêmes allants de soi et tout, mais en fait, tout ce cadre inconscient qui nous réunit tous représente un biais qui peut être parfois très important par rapport à la réalité concrète des choses. Et donc, en fait, dans l'approche systémique, dans l'approche intégrative, dans l'approche complexe,
Il y a un certain nombre d'outils qui sont développés pour s'émanciper à la fois du premier biais, qui est le biais individuel et le manque d'utilisation de la sagesse des foules, et on arrive aussi à s'émanciper dans une certaine mesure du deuxième biais, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de voir au-delà du biais culturel et du biais de groupe. En fait on retrouve des grands principes, des invariants, enfin il y a différents outils qui permettent en fait de voir si à un moment il n'y a pas une logique structurelle qui est plus fiable en fait, une logique systémique qui est plus fiable que simplement l'intersubjectivité du groupe et la culture du groupe. L'intérêt de vert par rapport à orange, c'est que vert depuis orange peut être vu comme beaucoup plus flou, beaucoup plus subjectif, beaucoup moins raisonnable, rationnel et tout. Sauf qu'en fait, vert lui a parfaitement conscience de la nécessité d'une intelligence de groupe et des biais individuels de chacun. Là où orange est dans le déni par rapport à ça. Donc c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à développer. Mes erreurs peuvent avoir 4 types d'origines différentes. Et je dois essayer de trouver comment améliorer chez moi chacune de ces sources d'erreurs. Il faut que j'essaye d'avoir des données de qualité qui ne s'éloignent pas trop de la réalité, avec pas trop de bruit, de dispersion, et pas trop de biais, de décalage. Et il faut que j'essaye d'avoir un jugement adéquat, qui ne s'éloigne pas trop de ce que suggèrent mes données, avec pas trop de bruit et pas trop de biais. Notez que mes biais de jugement, la plupart du temps, ils me compensent un biais dans les données. C'est bien foutu. Là, on voit que mon jugement biaisé va tomber pas trop mal au final. Mes biais sont des avantages précieux, souvent sélectionnés depuis des millions d'années par l'évolution pour répondre à un certain environnement, ici. Le problème, c'est que notre environnement change vite. En quelques siècles, on n'a plus du tout les mêmes conditions de vie, on n'est plus du tout soumis aux mêmes stimulus. Notre environnement change plus vite que l'évolution des espèces ne s'adapte. C'est seulement dans ces cas-là que nos biais nous plantent. Ils compensent un truc qui n'existe plus. C'est pas simple. Il faut que je sois vigilant sur chacun de ces types d'erreurs, et chacun va me demander des moyens différents pour les corriger. En général, mon erreur globale a pour origine une combinaison des 4, dans différentes proportions. On peut essayer d'agir partout. Et si jamais je devais m'aventurer à critiquer les erreurs des autres, eh bien c'est pareil. Il faut envisager chacune des 4 origines possibles de son erreur, et en particulier éviter d'analyser les erreurs des autres systématiquement en termes de causes internes. Les gens ont des biais, les complotistes sont cons, tout ça. Là c'est intéressant, Christophe Michel est déjà en train de bricoler une espèce de début d'approche intégrative, avec ces 4 cadrans où en fait on met en relation les approches internes et externes, le bruit et les biais, et donc du coup c'est une invitation en fait à essayer de se développer sur différentes perspectives pour aborder un problème plutôt que sur simplement une seule. Donc en fait, au fond, c'est assez proche de ce qui peut être proposé dans certaines approches jaunes, justement. Donc je trouve ça déjà intéressant qu'il y ait ce genre d'intuition, quoi. Après, il explique en fait comment est-ce que nos biais ont pu être sélectionnés par l'évolution, en fait, pour quelque part corriger des biais qui vont dans l'autre sens. Et qu'en fait, il y aura un intérêt évolutif à certains raccourcis de raisonnement, à certains biais. Mais du coup, il dit une chose qui est assez pertinente, qui est qu'effectivement, vu que les sociétés et l'environnement évoluent plus vite que l'évolution en gros, il y a certains biais qui répondent à des choses qui n'existent plus. Oui, et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, l'approche intuitive permet de se baser, on va dire, sur la rationalité évolutive, sur la rationalité biologique, entre guillemets. Bon, c'est un gros raccourci de présenter les choses comme ça, mais en gros, l'intuition va un peu se baser sur nos conditionnements biologiques, mais aussi culturels, mais en tout cas, voilà, ça a un intérêt à ce niveau-là. L'approche analytique permet de voir les choses avec plus de recul pour justement s'émanciper un peu de nos biais conditionnés, qu'ils soient biologiques ou conditionnés culturellement, et donc entre guillemets de venir équilibrer en fait les premiers biais. En fait, on pourrait dire que globalement, l'intuitif et l'analytique, c'est 2 types différents de biais qui se répondent, et aboutir à quelque chose de plus proche du réel, de plus raisonnable, implique en quelque sorte de faire fonctionner les deux en tandem, plutôt que de les opposer, pour essayer de trouver une sorte de consensus, ou en tout cas une forme de compromis entre les deux. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, si on veut avoir une approche encore plus intégrative, encore plus complexe et encore plus globale, du coup, on rajoute l'introspection dedans. En fait, on a une approche ternaire qui fait que chacun des 3 pans va venir rééquilibrer les 2 autres. En fait, si on les articule d'une façon dynamique,
et que on les fait dialoguer et qu'on arrive justement à trouver des compromis entre les trois, bah là on arrive à quelque chose d'encore plus précis. Et en fait, ce qui est important du coup à comprendre, c'est que pour avoir une vision plus précise du monde, il faut pas se fier que sur l'intuitif, ou que sur l'analytique, ou que même sur l'introspectif, mais il faut réussir à tout équilibrer. Et donc, oui, nos biais sélectionnés par l'évolution, par la nature, nous aident, mais pas tout le temps. Et pour savoir quand est-ce que ça va nous aider, quand est-ce que ça va pas nous aider, quand est-ce que ça va un peu nous aider, bah en fait il faut les mettre en relation avec d'autres modes de fonctionnement de notre esprit, et c'est en fait toute cette mise en relation qui est importante et nécessaire, et on peut faire des exercices conscients pour réussir en fait à analyser les choses depuis différents modes, pas forcément exactement en même temps, parce que c'est difficilement possible, mais en tout cas alternativement, en essayant de trouver une forme de perspective unifiée, quoi. Dans certains milieux, on appellerait ça la relation cœur, corps, cerveau, ou cœur, trip, cerveau. Dans des milieux un peu plus ésotériques, on parlerait de esprit, âme, corps, ou cœur, esprit, corps, enfin voilà. Et c'est intéressant en tout cas d'aborder les choses en trois, parce que c'est beaucoup plus intégratif et beaucoup plus pertinent que ou des approches oranges qui vont être beaucoup plus dans l'analytique, ou même des approches vertes qui vont être plus dans l'introspectif et l'intuitif. Du coup, ça c'était pour les éclairages systémiques que je peux apporter à différentes interrogations de Christophe Michel dans ses dernières vidéos. Après, j'ai relevé un certain nombre d'extraits où je le vois proposer certaines idées ou explorer certaines choses, mais à mon avis, il est encore en train de buter sur les limites de son système, et en fait, je pense qu'il y aurait moyen d'aller plus loin, et là pour le coup, j'aimerais apporter des propositions pour aller plus loin, en fait, sur ces éléments-là.